Salut à tous, je reviens du vaste et lointain cosmos et je constate que les Gardiens de la Galaxie gardent leur place de la meilleure licence MCU aussi bien qu'ils gardent la galaxie. Laissez-moi 2 secondes et je vais essayer de vous expliquer le plus clairement possible ma réaction sur ce film. Oh mon dieu, c'est génial! Non, je trouve pas de mots pour dire à quel point ce film est bien. Mais je vais essayer. Les spoilers seront bienvenus, donc si vous n'avez pas vu le film, allez le voir. Là, maintenant, de suite. Rappelons-nous du premier film. Son objectif était de nous faire voir plus grand que la Terre, plus grand que Asgard, et de nous faire ressentir l'importance de la situation. Parce que oui, pendant qu'un robot idéaliste essaie de détruire toute une ville, un séparatiste bleu essaie de détruire toute une galaxie. Vous voyez le tableau. Et tout ça pour nous rapprocher encore plus de la starlette de cette space opéra. Thanos, toujours en recherche du gant le plus à la mode dans toute la galaxie et des petits bijoux destructeurs qui vont avec. Bah oui, si on porte du doré, autant que tout aille ensemble. En parlant de space opéra, les gardiens nous ont permis de voir une aventure de qualité dans l'espace autre que Star Wars ou Star Trek. Et contrairement à ces derniers, elle nous fait plonger dans une explosion de couleurs. Et bien sûr, on découvre de nouveaux personnages qui, depuis toujours, évoluent dans un tout autre monde. Le cowboy de l'espace Star-Lord, l'insensible Gamora, le duo de choc Groot et Rocket, Drax le Destructeur. Tous ces personnages gardent leur image particulière durant tout le film. Ils sont seuls, mais deviennent petit à petit une famille, et c'est pour ça que nous les avons aimés. Mais on ne peut pas en rester là. Le volume 2 des Gardiens de la Galaxie nous accueille dans la même atmosphère, mais avec quelques petites nouveautés, comme l'Abélisque, la créature tentaculaire qui voyage à travers les dimensions, et qui par ailleurs fait le lien avec Doctor Strange. De nouvelles têtes font leur apparition, de vieilles connaissances font leur retour, mais les Gardiens sont toujours au centre de l'événement, mais cette fois-ci, on les découvre sous une autre lumière. Ce n'est pas un secret, le film tourne autour du thème de la famille, parce que Peter va enfin rencontrer son père, et on va enfin savoir qui c'est. Mais il n'est pas le seul à être touché par ce thème. Chaque personnage sans exception est abordé par la question de la famille, et ça semble être un problème bien douloureux. Toutefois, de nouveaux liens se créent, et c'est grâce à ces liens qu'on découvre les faces cachées de nos héros. Regardons-les de plus près en commençant par ceux qui m'ont marqué particulièrement fort. Drax et Mantis. Alors, je savais que le personnage de Mantis allait être très spécial, mais là, c'est très spécial. On se trouve face à une sociopathe qui est bouleversée par tout et tout le monde pratiquement chaque seconde. Et ce qui la rend très spéciale, ce n'est pas son pouvoir d'empathie, mais ses émotions qui se dessinent constamment sur son visage et dans ses gestes. Elle est naïve, mais pas conne, juste très gentille, car même en sachant quel genre de créature est Ego, elle continuait de l'aider. Et ce qui l'a bouleversé le plus, c'est la rencontre avec Drax, que j'ai vraiment apprécié dans ce film. Il a l'air d'être plus en harmonie avec l'équipe que dans le premier. Drax est simple et très honnête. À la base c'est un dur, et il essaie de voir toutes les situations sous un angle drôle, et il le fait d'une façon très maladroite. Un point de ressemblance avec Mantis, qui elle aussi ne sait pas s'exprimer émotionnellement. Drax est pour elle en fait comme un grand frère, qui a déjà vécu des situations similaires et qui l'aide à s'adapter. Souvenez-vous de son problème avec les métaphores, rien ne lui passe au-dessus de la tête. Drax et Mantis ne sont pas attirés l'un par l'autre physiquement, ni même sentimentalement, mais c'est autre chose au niveau des émotions. Drax ne montre jamais ses émotions tristes, contrairement à Mantis, qui reste toujours sous l'influence de son pouvoir d'empathie. Ce sont les personnages les plus anormaux, ils sont complètement différents, mais ils ont bien plus en commun qu'on pourrait y croire. Rocket et Yondu. Waouh, là c'est vraiment hors commun comme relation. Quand on regarde Yondu, on se dit pas que derrière ce visage angélique se cache une personnalité perturbée émotionnellement. Dans le premier film, il était à la pourchasse de Peter, et même s'il a été lors de l'attaque de Ronan, il n'a fait tout ça que pour du fric. Sa famille à lui, c'est les Ravageurs, mais sont-ils vraiment sa famille? Sur une planète, il rencontre ses anciens camarades, et notamment Starkar, interprété par Stallone. Et là, on apprend que ces Ravageurs sont en fait des exilés. Donc, son ancienne famille ne veut plus de lui, et sa famille actuelle lui plante un couteau dans le dos. Ça, c'est pas de chance. Et c'est au moment où il a tout perdu qu'il rencontre Rocket. Vous me direz, mais attends, Rocket est un lien avec Groot. Oui, mais plus de la même façon. Ils sont un peu comme père et fils, ils ont plus cette complicité des partenaires, alors qu'avec Yondu c'est autre chose. Il y a une scène où ils marchent au ralenti tous les trois sur le vaisseau des Ravageurs. C'est presque exactement la même scène que dans le premier film avec l'équipe entière. Ils se découvrent en combattant, et ils adorent ça. Alors que Peter est pour Rocket en quelque sorte un rival, Yondu devient rapidement un véritable ami. Et cette ouverture pousse le Centaurien à réfléchir sur ses sentiments et à s'ouvrir à Peter. Nebula et Gamora. Là c'est assez simple. Gamora, au cœur de pierre qui n'a jamais connu un quelconque amour, essaie de s'ouvrir aux autres, et notamment à Star-Lord. Tout ce qu'elle ressent pour Peter est tout nouveau pour elle. Elle est confuse.
Mais malgré ça, elle arrive à aller de l'avant et accepte sa nouvelle famille, avec tous leurs défauts. Nebula, c'est tout le contraire. Elle a une haine profonde dont la cause est l'amour. Cet amour non réciproque de sa sœur, cet amour qui la pousse à traverser toute la galaxie, non pour tuer Gamora, mais pour la battre et ainsi gagner son respect et son attention. Mais Nebula se retrouve si submergée par ses sentiments et sa haine qu'elle ne sait plus ce qu'elle veut. Avez-vous remarqué comment elle s'est calmée après qu'ils se sont réconciliés avec Gamora? Et c'est elle qui propose d'oublier le passé. Nebula est juste fatiguée d'haïr sa sœur. Les pères et le fils. L'exemple de Star-Lord est très classique. Son père, aux allures d'un Casanova, pas moins modeste que Tony Stark, a dû quitter sa mère pour une raison inconnue. Peter ne sait pas quoi en penser, il rencontre un gars qui se dit être son père, il est perdu, mais au final, tout va bien. Le père et le fils se retrouvent, les deux en fait sont des dieux, ils jouent à la baballe. Franchement, quoi de mieux? Quill est tellement content de retrouver son père qu'il en oublie presque sa véritable famille, mais on peut pas lui reprocher ça. Il a trouvé son père, bordel, foutez-lui la paix. Et comme dans toute histoire similaire, un truc est louche avec son père. En vérité, c'est une créature âgée de plusieurs millions d'années qui cherche à assimiler tout l'univers tout en utilisant son fils. Certains appelleraient ça la sénilité, mais voyons les choses sous un autre angle. Rappelez-vous de l'exemple que je vous ai donné avec la ville et la galaxie. On se trouve devant un problème universel. Ego cherche un but à son existence, et il s'en fout de ce qui peut arriver aux autres habitants de la galaxie, parce que pour lui, leur conception de vie n'a aucun sens. Sauf dans un cas. Je me suis demandé pourquoi Ego a choisi d'avoir une progéniture humaine. J'ai eu ma réponse à cette question plus tard dans le film. Si vous vous rappelez, il est allé sur chaque planète de la galaxie et s'est fait bien plaisir. Il reste très attaché à son apparence humaine. Toutes les formes qu'il a prises dans le film sont humaines. Le visage en pierre est le visage d'un humain. Le visage de la planète est humain. Même quand il montre toutes ses conquêtes d'espèces différentes, il restait quand même humain. Il le dit de lui-même, il serait retourné sur Terre une fois de plus, il serait probablement resté. Mais l'amour pour lui n'a aucun sens, et c'est bien loin de sa mission principale. Ceci dit, il aurait pu faire un effort. 80 ans par rapport à un millier, ce n'est rien. Je doute qu'il a un quelconque sens du bien ou du mal. Il a provoqué le cancer de sa femme sans aucun scrupule. Et encore une fois, je le répète, à son échelle, tout ça n'est pas important. Pour aller encore plus loin, il crée en fait l'illusion d'un père parfait, mais Peter va quand même retrouver sa véritable figure paternelle, Yondu, qui n'a peut-être pas été le meilleur papa, mais il a toujours été là. Tiens, ça vous rappelle pas notre film Star Wars, l'épisode 6, quand Darth Vader sauve Luke au prix de sa vie, quand les deux quittent la planète en explosion, et quand Luke brûle le corps de son défunt père. Je trouve que c'est un très beau clin d'œil. De toute évidence, l'émotion est très présente dans le film. Même le peuple de la planète souverain et leur reine Ayesha ont pris les choses très près du cœur. Au passage, il faut dire que Ayesha et Ego sont très liés dans les comics, mais on va pas en parler maintenant. Les scènes de fin ont attiré l'attention sur Stakar et les anciens camarades de Yondu, qui ont été dans les comics la première équipe des gardiens de la galaxie. Ainsi que sur la création d'Ayesha, Adam Warlock. Il a un lien très étroit avec Thanos et les pierres d'infini, mais il n'apparaîtra pas dans Avengers Infinity War. On arrive au plus intéressant détail du film, et c'est les gardiens, ou les Watchers en anglais. Les Watchers, ce sont des grands types avec de longues capes et des grosses têtes chauves qui sont généralement là quand tout se passe vraiment très mal. De toute évidence, ils sont là pour observer le combat entre Ego et Star-Lord, et ça c'est bien plus qu'un caméo. A propos de caméo, Stan Lee fait son apparition habituelle, mais les choses sont plus compliquées que ça. Vous avez sûrement entendu parler de la théorie qui dit que Stan Lee joue tout le temps un seul et même personnage, et qu'en fait ce serait un gardien. Ça pourrait être intéressant, mais Stan Lee n'a pas l'air de les connaître, et encore, il n'est pas étonné de les voir, contrairement aux gardiens, parce que oui, une personne normale ne peut pas voir les gardiens, et naturellement ne peut pas leur parler. Et en plus, ce qu'il leur raconte, c'est chaque caméo qu'il a fait dans chaque film. Tu m'étonnes qu'il se soit intéressé à lui. Et leur départ dans une scène de fin pourrait signifier l'arrivée de quelque chose de beaucoup plus grand. Thanos peut-être? En tout cas, la présence non d'un gardien mais de 3 nous avertit de l'arrivée de quelque chose de grandiose. Malheureusement, on ne pourra pas voir Uatu, le gardien qui s'occupe de la Terre, car les droits appartiennent toujours au studio Fox. Bon, les Gardiens de la Galaxie 2 nous ont prouvé encore une fois qu'un film Marvel peut être très personnel, qu'ils gardent toujours la cohérence sur la trame principale, et qu'ils savent toujours se débarrasser des méchants en un seul film. Je n'ai pas ressenti autant d'émotions dans un film de science-fiction depuis peut-être le 5e élément. Certains ont trouvé parfois l'humour un peu lourd, mais je pense que c'est ça qui différencie les Gardiens des autres films Marvel. Et toujours accompagné de la bonne musique qui fait la carte visite du film. Je me demande si pour le volume 3, ils comptent mettre vraiment plus de 300 titres. Ça sera tout pour aujourd'hui. Parlez-moi dans les commentaires de vos ressentis pour le film, dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo sur la théorie sur Stan Lee, et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. C'était Star Amazing, à plus!
Une dernière chose, j'ai été pas mal occupé ces derniers temps, et à cause de ça j'ai dû laisser ma chaîne complètement de côté. Ceci dit, je compte pas m'arrêter, et j'ai envie de vous dire que... Vous n'avez pas remarqué l'absence d'Amazing ces derniers mois. Vous allez mettre un pouce bleu à cette vidéo, et vous prendre une bonne glace chocolat fraise. Vous allez apprécier cette glace. Allez, salut!